Quel est le lien qu'il peut y avoir entre des citrons, l'écologie industrielle et territoriale et Circlean? Alors, ce terme de citron, j'ai choisi un petit peu exprès pour faire un peu un clin d'œil. Ça correspond à de l'argot américain, probablement qui a peut-être disparu depuis, lemons, et ça décrit dans cet argot américain les voitures d'occasion qui, après achat, se révèlent être défectueuses. Et ça fait partie du titre d'un article d'économie industrielle assez connu d'un monsieur qui s'appelle George Akerlof, dont je vais vous lire le titre en anglais. The Market for Lemons, Quality, Uncertainty and the Market Mechanism. Donc c'est le marché des citrons, l'incertitude sur la qualité et les mécanismes de marché. Et qu'est-ce que dit cet article? Essentiellement, donc c'est un article qui a valu le prix Nobel d'économie d'ailleurs à son auteur, hein, pour vous dire. Il est ancien, il est presque aussi vieux que moi, parce qu'il date de 1970. Et ce qu'il dit, c'est que lorsque vous avez une incertitude sur la qualité d'un produit, eh bien, donc pour faire simple, c'est pour l'exemple qu'il a utilisé, si vous avez sur un marché des voitures d'occasion à la fois des citrons, donc des voitures qui sont en fait déficientes, et des voitures de bonne qualité, l'acheteur, lui, et que l'acheteur ne sait pas quelle est la qualité du produit, eh bien, ça finit par converger vers une situation où les voitures de bonne qualité disparaissent du marché. Et la raison est la suivante, c'est que l'acheteur, comme il ne sait pas, il n'est pas prêt à mettre un prix qui correspond au meilleur de la qualité. Donc il va proposer un prix qui va être en dessous de celui qui correspond à la valeur d'un véhicule de bonne qualité. Et donc résultat, le vendeur de produits de bonne qualité se dit ça ne vaut pas la peine que je fasse l'effort d'entretenir ma voiture, parce que de toute façon j'en tire le prix d'une épave, donc autant pas faire l'effort. Et résultat, on converge vers une situation dans laquelle le marché ne sert plus que des voitures de mauvaise qualité. Il y a une sorte d'aspiration par la mauvaise qualité, faute justement alors c'est ça le point clé, d'une appréciation propre de la qualité du produit et d'une capacité de l'acheteur et du vendeur à se mettre d'accord sur la qualité du produit. Alors, vous allez me dire, quel est le rapport avec l'écologie industrielle et territoriale, ou avec la symbiose industrielle, selon les vocabulaires qu'on peut employer? Je dirais, le rapport, il est, je crois, enfin, en tout cas, il y en a un que je vois, vous en verrez peut-être d'autres ou pas, c'est que lorsqu'une ressource est disponible dans une entreprise, elle n'a pas été spécialement prévue ou conçue pour être vendue à quelqu'un d'autre. C'est au départ un coproduit, un sous-produit, un déchet, enfin bon, voilà, c'est là, ça nous encombre, quoi, hein, pratiquement à ce stade. Et rien n'assure que ce soit d'une part adéquat pour le besoin de quelqu'un, et d'autre part à un niveau de qualité qui soit suffisant pour assurer son utilisation par l'entreprise cliente. Et donc c'est pour ça que il est important dans une transaction de symbiose industrielle ou d'écologie industrielle et territoriale, de se mettre d'accord sur la qualité. Alors vous me direz, c'est relativement simple. En fait, pas tant que ça. Parce qu'il faut se mettre d'accord sur plusieurs choses à la fois. D'une part, sur simplement ne serait-ce que commencer par les critères de qualité. Avec quoi est-ce qu'on va décrire le produit? Quels sont les paramètres que l'on va utiliser pour ça? Donc quels sont les descripteurs? Ensuite, quelles sont les valeurs qui sont jugées acceptables pour ces descripteurs? Ensuite, enfin, comment est-ce qu'on va les mesurer d'une façon qui soit acceptable? Et puis, ça aide à la fluidification du marché. Éventuellement, est-ce qu'on peut créer des catégories de qualité qui permettent d'homogénéiser en quelque sorte le marché en se disant, voilà, il va y avoir la première catégorie, la deuxième catégorie, la troisième catégorie, etc. Et tout ce travail-là, c'est le travail que réalisent les organismes de normalisation. Les organismes de normalisation, ils font ça. Ils font ce travail de définition des indicateurs, de définition des outils de mesure
et des valeurs que doivent prendre ces indicateurs pour être jugés acceptables par le client, par l'utilisateur. Et donc, dans le cadre de Circlin, eh bien, c'est pour ça qu'on présente dans la description qui est faite des ressources les options visant à choisir les normes de qualité auxquelles le produit est conforme. Et en matière de produits secondaires, enfin de matières premières secondaires, il en existe tout un tas. Sur le papier recyclé, sur le plastique recyclé, sur les composites plastiques carton, sur les résidus de bois, sur les textiles, sur les métaux non ferreux, et ainsi de suite. Enfin, je ne fais pas la liste parce qu'il y en a vraiment une bonne douzaine. Et donc, c'est à nos yeux un facteur de facilitation de la transaction, puisque ça permet tant à l'acheteur qu'au vendeur de se mettre d'accord au moins sur comment décrire le produit. Et selon des paramètres qui sont pertinents pour l'utilisation, parce que c'est comme cela qu'ils ont été définis et conçus par les organismes de normalisation et à savoir les parties prenantes industrielles qui ont participé à ces travaux de normalisation. Voilà, je vous remercie. Je suis à votre disposition pour des questions, des observations, tout ça. Bonjour, un petit peu près. Alexandre Fernbach, Circle, dont vous parlez de non-alignement ou d'asymétrie d'information entre l'acheteur et le vendeur. On pourrait se dire que dans le domaine des matières recyclées, les acheteurs et les vendeurs, en théorie, ils savent ce qu'ils achètent. Ils savent, quand un acheteur de matières premières secondaires, il achète du plastique pour un besoin industriel, il sait exactement ce qu'il a besoin de chercher. A priori, il sait exactement quel type de caractéristiques il a besoin, etc. Donc dans ce cas de figure, après, on a affaire à des personnes qui sont en mesure d'évaluer, peut-être, je vais garder l'indicatif, ces personnes-là devraient être en mesure d'évaluer la qualité d'un produit assez facilement, normalement. Est-ce que cette... alors, vraie ou fausse de fait, lorsque vous êtes acheteur, la question c'est quelles ressources est-ce que vous êtes prêt à dépenser pour spécifier votre besoin de manière suffisamment précise pour que tout le monde soit d'accord sur celui-ci, sur sa définition et ainsi de suite. Bon, j'ai une formation au départ d'ingénieur et je vous assure que des spécifications techniques, ça peut être épais comme ça. Hein. Bon, alors vous pouvez faire l'effort vous-même de faire cette spécification technique et de la fournir à votre fournisseur, et puis après à charge pour le fournisseur de démontrer qu'effectivement voilà tout ça. Bon, c'est possible et des grands groupes industriels font ça. Maintenant, lorsque on est à plus petite échelle de PME et ainsi de suite, faire ce travail-là, c'est colossal. Et c'est tout l'intérêt d'un organisme de normalisation, en l'occurrence qu'il en existe à l'échelle européenne ou à l'échelle mondiale, c'est de faire le travail une fois et de diffuser les résultats pour tout le monde. Et de permettre aussi aux vendeurs d'anticiper quels vont être les besoins de l'acheteur. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre que la transaction commence, que le contact commence à avoir lieu pour commencer à se dire « Ah oui, bon, alors d'accord, comment est-ce que vous entendez la qualité ?» Si d'emblée, l'acheteur dit « Moi, je veux de la conformité à la catégorie 3 de telle norme sur les papiers recyclés » et que le vendeur dit « Oui, moi, je sais, j'ai déjà contrôlé et je sais que je suis capable de tenir la catégorie 3 », bon, ça y est, le problème est réglé, il est réglé vite. Alors que si vous commencez à vous dire oui mais alors moi mon usage ça va être pour faire du papier de bureau de telle qualité, etc. Alors quel taux d'impureté je peux accepter, et ainsi de suite. Bon, vous voyez le travail. Voilà. Donc oui, de fait chacun peut faire le travail. Là on est dans une logique de mutualisation d'économie de ressources et visant à éviter de réinventer l'eau tiède, parce que c'est de ça qu'il est question. Merci beaucoup de votre intérêt à toutes et à tous.